Madame la Présidente. Merci pour ces éléments de présentation, mon cher Jacques. Merci pour votre introduction qui, vous verrez dans vos propos, Madame la Présidente, reprendra un certain nombre des éléments que vous avez aussi évoqués, mais que je souhaite partager avec chacune et chacun d'entre vous. Nous l'avons rappelé, cette séance budgétaire s'ouvre dans un contexte très particulier, nous pourrions même dire un contexte inédit. En effet, depuis maintenant près de 3 mois, un mouvement aussi éruptif et spontané que prévisible à bien des égards a vu le jour dans notre pays et de manière assez importante dans notre département. Ce mouvement des Gilets jaunes, qui trouve un soutien populaire bien plus grand que les simples mobilisations autour des nombreux ronds-points de notre pays, s'il doit interroger nos gouvernants nationaux dans la pratique et surtout l'exercice du pouvoir, doit aussi nous interpeller en tant qu'élus drômois. Parce que ce n'est pas pour rien que la Drôme fait partie des départements en pointe dans cette mobilisation. Et encore ce week-end, avec la grande manifestation régionale à Valence qui, fort heureusement, s'est passée sans trop de heurts et de dégâts. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer dans cette assemblée, mais j'ai la conviction profonde, et vous l'avez rappelé ce matin, qu'en tant qu'élus locaux, quelles que soient nos fonctions, nos mandats et responsabilités, nous ne devons pas attendre que tout vienne d'en haut en subissant de plein fouet les choix de l'État et en nous installant dans une facilité parfois mortifère qui est celle de la complainte permanente. C'est d'ailleurs l'esprit même de la décentralisation telle qu'elle a été construite depuis 1982 par les lois de fer. Les collectivités locales ne sont plus des services déconcentrés de l'État. Et même si l'État amène des contraintes, elles sont nombreuses. C'est bien à nous, élus, d'impulser nos politiques et de porter une vision d'avenir pour notre territoire. Et la crise que nous traversons justement dans notre pays doit nous engager encore plus fortement dans cette direction. Nous devons maintenir ce haut niveau d'intervention publique à l'encontre des logiques qui éloignent, centralisent et concentrent, alors que nos concitoyens aspirent à une plus grande proximité. Dans ce monde en bascule, où la France dite périphérique, éloignée des grandes métropoles, crie sa souffrance et sa colère, nous avons la conviction partagée sur ces bancs que l'échelon départemental doit réaffirmer encore plus sa pertinence. Face à une mondialisation sauvage et déshumanisée, nous devons apporter une réponse basée sur la solidarité et la proximité. En tant qu'élus de terrain, nous comprenons les colères qui s'expriment, nous les connaissons, et nous devons y apporter encore plus fortement des réponses à travers nos compétences et être le trait d'union entre tous les territoires drômois et l'ensemble des habitants. Le monde change vite. Il change plus vite que nous et que nos politiques. Nous vivons à l'heure des grandes mutations numériques, écologiques, financières, identitaires, migratoires. Et je crois que nous vivons surtout les derniers moments pour rendre notre action publique efficace. Si nous ne faisons rien maintenant, la détérioration de notre planète sera irréversible. Et si nous ne montrons pas à nos concitoyens que la politique peut encore concrètement changer les choses, notre démocratie sera menacée et les taux d'abstention que vous évoquiez tout à l'heure deviendront encore, je le crains, plus grands. Depuis plusieurs années, nous nous sommes insuffisamment préparés à faire face à ces nouveaux défis et la conduite du changement suppose pour notre département, je le crois, encore de plus grandes transformations. En 2021, au bout du mandat qui nous aura été confié, qu'est-ce qu'on aura changé dans la vie des Drômoises et des Drômois pour qu'ils vivent mieux? C'est la question que nous avons voulu nous poser et vous l'avez aussi posée dans cet exercice budgétaire. Qu'est-ce qu'on aura mis en œuvre pour répondre aux défis d'avenir qui sont devant nous, pour construire à l'horizon 2030-2040 une Drôme préservée, exemplaire, rayonnante? Voilà quelques-unes des questions que je souhaite mettre à notre contribution et à notre débat collectif. Dans la masse budgétaire qui nous est présentée ce matin et que Jacques Ladegaillerie vient d'exprimer, sur quoi ne pas être d'accord? Sur la mise en place d'une stratégie de désendettement? Peut-être. C'est votre choix depuis 2015, même si on peut partager d'autres orientations. Sur la reprise des investissements? Évidemment non, car les investissements du département participent
à l'économie locale et au développement de nos territoires. Sur l'augmentation des dépenses de fonctionnement par habitant, plus élevée que la moyenne, là non plus, il symbolise le service public que nous défendons pour nos concitoyens. Alors, je veux prendre acte de ces trois principes budgétaires, même si nous pourrions rentrer dans des débats techniques et qui n'intéresseraient pas grand monde, mis à part les experts du sujet. Un budget, ce sont donc des chiffres, certes, mais derrière ces chiffres, il y a des choix qui sont fondés sur des valeurs, des priorités au service de l'intérêt général et pour améliorer le quotidien des Drômois. Alors à la lecture de ce budget et surtout au regard de l'action entreprise depuis 2015, quelles sont réellement les grandes priorités? Vous désendettez le département depuis 3 ans pour atteindre une capacité de désendettement inférieure à 1 an, avant de le réendetter à partir de 2020, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire et confirmé ce matin. Vous auriez pu faire un autre choix, sachant, et vous l'avez rappelé, que la norme acceptable de capacité de désendettement est comprise entre 0 et 10 ans et que les taux d'intérêt sont particulièrement bas. Mais le constat est clair, il est simple et aujourd'hui connu de tous, oui, nous avons la chance d'être dans un département qui est en bonne santé financière. Et cette bonne santé financière, nous la devons à différentes présidences successives de Jean Mouton, Didier Guillaume, Patrick Labonne et vous-même. Et oui, contrairement à beaucoup d'autres départements, nous avons des marges de manœuvre financières et donc des moyens d'agir pour un service public fort et une action publique renforcée. Les investissements, justement, ils sont à la hausse sur le papier. En 2016, vous nous aviez annoncé un New Deal. Les mots du président de l'époque, Patrick Labonne, étaient forts, presque même quasiment théâtrales. L'accent était mis sur les voies de communication avec les déviations, les aménagements routiers autour de la gare d'Allan, les sorties d'autoroutes au nord et au sud, l'aéroport de Valence-Chabeuil, le parc de Lorient, l'auberge des Dauphins, le château de Grignan était aussi évoqué. Mais, première incohérence à l'époque, il n'y avait que 200 000 € de dépenses supplémentaires affichées pour ces investissements. Compliqué alors de porter un New Deal pour émettre une stratégie offensive avec si peu. Nous avions alors émis des premiers doutes. En 2017, vous repreniez les mêmes projets énoncés l'année d'avant et annonciez la construction de 3 nouveaux collèges, Saint-Donat, Tain-Mercurol, aujourd'hui Mercurol-Beaune, Suse-la-Rousse, une structure d'accueil pour personnes handicapées vieillissantes à Livron, la restructuration de la maison des enfants, la construction de nouveaux centres médico-sociaux à Tain, Portes, Romans et Valence, ainsi que l'aménagement des routes vertigineuses du Vercors. Et en 2018, les mêmes projets qu'en 2016 et qu'en 2017, ainsi que le plan de revitalisation de l'offre de soins à hauteur de 12 000 €, soit une enveloppe de 0,02 € par donneur. Alors pour cette année 2019, où en est-on? Eh bien malheureusement, je crains que nous n'en soyons pas très avancés. Heureusement, quelques projets ont quand même abouti et il faut s'en féliciter. La réhabilitation réussie et récompensée du domaine de Lorient, la pose de la première pierre du pôle social à Portes, la restauration du château de Grignan, la modernisation de l'aéroport ou encore la déviation depuis Saint-Martin. Mais pour les autres projets, où en sommes-nous? Qu'en est-il? Au CA 2017, les investissements étaient de 103 millions d'euros hors remboursement de la dette. Au BP 2019, vous affichez 116 millions d'euros et nous espérons vraiment que les investissements vont reprendre. Mais permettez-moi de vous dire que nous commençons à douter. Mais donnons-nous rendez-vous dans 1 an pour voir l'avancée de ces projets et refaire le point ensemble. Depuis 2015, nous avons répété à plusieurs reprises que nous trouvions un manque de perspective pour préparer l'avenir de notre département. Car comme je l'évoquais dans mon introduction, quelles sont les préoccupations principales de nos administrés et auxquelles nous devons apporter les réponses? Nous en proposons 3 ce matin. L'urgence climatique, le pouvoir d'achat et les solidarités. L'urgence climatique tout d'abord. Comment, 12 ans après le prix Nobel décerné au GIEC et à Al Gore qui tirait la sonnette d'alarme face au réchauffement de la planète, pouvons-nous continuer comme si de rien n'était? L'urgence climatique, elle doit être notre priorité à tous. En 2030, c'est-à-dire demain, le réchauffement de la planète sera irréversible.
2 millions de nos concitoyens ont déjà signé la pétition soutenant l'action en justice contre l'État pour inaction climatique. Il y a quelques jours, 12 500 jeunes manifestaient dans les rues de Bruxelles pour réclamer aux autorités des mesures plus fortes en faveur du climat. Demain, nous devrons répondre aux jeunes générations de l'état de la planète. Nous serons comptables de ce que nous aurons entrepris ou pas. Si le combat climatique est évidemment un phénomène mondial, nous pouvons, à notre échelle, changer quelques paradigmes et nous adapter au niveau local. De plus en plus de départements se lancent pour rendre leur territoire plus propre, plus vert, plus respirable et plus durable. Et c'est notre responsabilité de nous emparer de cette question et d'y répondre à notre niveau, en adoptant dans la Drôme un plan spécifique pour l'urgence climatique. Nous avons la chance d'avoir 2 parcs naturels régionaux. Pourquoi ne pas en faire des territoires pilotes sur les déplacements doux ou la protection de la biodiversité par exemple? Pourquoi ne pas consacrer une enveloppe dédiée ou une prime spécifique pour aider les communes à financer des constructions ou rénovations de basse consommation ou même des bâtiments à énergie positive? Pourquoi ne pas travailler sur plus de mobilité, sur l'utilisation des véhicules non polluants? Pourquoi ne pas créer un cluster sur la question des stockages de l'énergie, notamment l'hydrogène, en nous basant sur ce que fait l'entreprise McPhy installée à la Motte-Frangin? Comment ne pas suffisamment prendre en compte l'assèchement de nos rivières, notamment la rivière Drôme? D'autres en parleraient mieux que moi, mais dans 30 ans, le débit du Rhône aura diminué de moitié par rapport à il y a 20 ans, et la préservation de nos rivières doit être aussi beaucoup plus sur la table. Après avoir lancé, il y a une quinzaine d'années, la Drôme comme premier département bio de France, pourquoi ne pas poursuivre aujourd'hui en devenant le premier département bio et zéro pesticide? Nous pourrions par exemple accompagner et aider nos agriculteurs qui souhaitent se lancer à organiser cette première filière française zéro pesticide. Elle permettrait d'ailleurs de répondre à un double objectif qui est la demande du consommateur d'avoir des produits avec plus de traçabilité, avec moins d'intrants, et à nos agriculteurs de pouvoir vivre dignement des fruits de leur travail. Les communautés de communes sont en train de mettre en place des plans climat, air, énergie territoriale comme le prévoit la loi. Ce n'est pas obligatoire pour les départements, mais pourquoi ne pas s'en inspirer pour définir par exemple les objectifs opérationnels face à l'urgence climatique? Parce que nous pouvons axer nos politiques sur l'attractivité, le développement du tourisme, et nous le partageons pleinement. Mais si dans quelques années nos territoires sont dévastés, nos paysages dénaturés, notre rivière Drôme à sec, tous nos efforts collectifs n'auront servi à rien. Et donc c'est bien à nous d'impulser ce changement de modèle. Deuxième sujet, la question du pouvoir d'achat, ou plutôt du pouvoir de vivre dignement. Il s'agit là aussi d'une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Dans un département où le taux de pauvreté est de 15,5%, quand la moyenne régionale est de 12,7%, et où le taux de chômage est malheureusement plus élevé qu'au niveau national, nous devons aussi nous mobiliser plus fortement. Nous vous donnons acte, et comme ça avait été le cas précédemment aussi, de ne pas augmenter les impôts pour les Drômois, et c'est un sujet dont nous nous félicitons. Mais nous pourrions aussi, par exemple, envisager le doublement du budget consacré au dispositif Top Départ pour les familles les plus modestes, en prenant en compte le revenu fiscal de référence. La hausse des budgets pour les actions éducatives, l'éducation des jeunes doit être aussi une priorité, mais nous pourrions accentuer nos efforts sur le soutien à la rénovation des habitations privées, pour réduire les passoires énergétiques et permettre aux propriétaires et locataires de consommer moins et donc de gagner en pouvoir d'achat. De mettre en place dans nos cantines scolaires un barème différencié pour le coût des familles en fonction du quotient familial. Mettre en place une aide à l'achat de véhicules non polluants, en plus des aides de l'État pour les Drômois les plus éloignés de leur travail et les plus modestes qui ont tous l'obligation de prendre leur voiture. De regarder sur des augmentations d'aides distribuées pour le foot ou des bourses départementales aux étudiants. Ou encore de mettre en place, comme le département de la Nièvre ou de la Haute-Vienne, une mutuelle départementale pour les personnes qui le souhaitent. Ça ne coûte rien au département. Ça permet de faire des économies et d'avoir des tarifs négociés et de faire baisser les coûts des mutuelles de près de 30%. Les solidarités, enfin, la troisième priorité, puisque c'est au cœur des compétences départementales, les solidarités humaines et territoriales, nous souhaitons insister là encore sur quelques points. La mise en place d'un numéro dédié avec les partenaires du département,
demandé par notre collègue Muriel Paré. Les travailleurs sociaux pourraient intervenir plus facilement pour résoudre des situations des usagers et faciliter ainsi les démarches de nos concitoyens qui se retrouvent bien souvent perdus dans la complexité administrative. Les délais de traitement des dossiers APA pour les personnes âgées. Apparemment, des mesures sont mises en œuvre pour réduire ces délais trop longs sur certains territoires et nous espérons qu'un bilan pourra être fait dans quelques temps. La situation des EHPAD, vous l'avez redit dans votre intervention et vous l'aviez annoncé lors de vos vœux décentralisés. Nous en sommes satisfaits, mais nous voudrions savoir, vous avez dit que vous nous donneriez des réponses plus tard, quel sera le budget consacré et pour voir quelles sont les mesures qui seront affectées. Pouvez-vous également nous dire où en est le projet de structure pour personnes handicapées vieillissantes annoncé en 2017? La situation des aidants, ils remplissent une mission admirable mais se trouvent bien souvent isolés et désemparés devant les difficultés. Pourquoi ne pas envisager un lieu d'accueil de jour pour apporter un peu de répit aux aidants et renforcer des actions d'échange et de mise en réseau entre eux? Car je reprends les propos qu'avait tenus Muriel Paré dans cette assemblée. Un aidant qui s'épuise finit par ne plus être un aidant. Et enfin, la dernière problématique liée aux solidarités est celle de la santé. C'est un sujet déterminant pour l'avenir et surtout l'attractivité à moyen et long terme de notre département. Comment se faire soigner correctement où que l'on habite? Comment attirer des médecins et les inciter à s'installer sur notre territoire? Le département a lancé quelques pistes, comme la délocalisation de la formation pour les maîtres de stage ou un hébergement facilité des stagiaires, en partenariat avec la ville de Romans. Des crédits sont également votés sur l'enveloppe de l'aide aux communes pour soutenir des projets de maisons de santé ou de centres de santé, comme ça a d'ailleurs été le cas pour le projet de centre de santé intercommunal que nous portons avec ma collègue Patricia Bonin. Mais si nous vous en sommes reconnaissants, je veux réinsister à nouveau sur la nécessité d'y consacrer une enveloppe spécifique. Et même si vous me direz que les communes ou les intercommunalités n'ont qu'à choisir les projets qu'elles souhaitent voir financer en priorité, je voudrais vous dire que les projets qui contribuent à la lutte contre la désertification médicale ne devraient pas être mis en balance avec d'autres projets. Oui, il faut assumer d'y consacrer une part plus importante encore et dédiée. J'en viens d'ailleurs au plan de redynamisation de l'offre de soins. Son budget est en augmentation par rapport à l'année dernière, mais il reste trop faible. 44 000 € pour l'ensemble des habitants, soit 0,08 € par habitant. Pourquoi ne pas élargir l'opération de soutien au logement des internes à d'autres territoires par le biais d'un appel à projet? Ou pourquoi ne pas mettre en place un bus PMI pour faire des consultations de pédiatrie partout dans nos communes, au plus proche des besoins des habitants? Je ne reviendrai pas sur l'initiative portée par le département de la Saône-et-Loire de salarier directement des médecins, initiative que vous ne souhaitez pas mener à ce stade. Mais pourquoi ne pas lancer un appel à projet pour participer au financement des recrutements que pourraient faire les collectivités en direct? Salarier des médecins et professionnels de santé n'est pas la solution miracle, malheureusement il n'y en a pas. Mais il permet de pallier aux difficultés de recrutement que connaissent plusieurs territoires et pas seulement dans les zones très rurales. Comme l'avait indiqué Madame Brunel-Maillet, ce plan a certes le mérite d'exister, je dois le dire, mais je le redis ici, il ne permet pas d'avoir une politique suffisamment volontariste et ambitieuse en la matière et il devrait aller plus loin. J'en termine, Madame la Présidente. Voilà pour nous quelques priorités que nous voulions mettre en débat ce matin et dans la discussion plus large pour répondre aux enjeux majeurs de la société. À nous élus d'avancer ces pistes, de faire des propositions à l'échelle de nos collectivités. Nous ne pouvons pas rester indifférents et nous dire après nous le déluge. Votre budget pour 2019 est un bon budget comptable. Je ne vais pas dire l'inverse. Mais quel sens voulons-nous donner à notre action? Nous considérons que ce budget ne prépare pas suffisamment l'avenir. L'ADN des départements, c'est la proximité. Je le répète, mais l'échelon départemental doit confirmer sa pertinence. C'est la seule collectivité à même d'assurer la solidarité par la péréquation entre l'urbain et le rural. C'est la collectivité qui doit impulser une dynamique pour l'ensemble du territoire. Nous devons être la courroie de transmission entre ce que nous disent nos concitoyens et les politiques que nous mettons en œuvre concrètement. La question à laquelle nous ne pouvons pas réduire ce débat, ce n'est pas de dépenser plus, mais de dépenser différemment, de préparer l'avenir, de répondre aux angoisses de nos concitoyens. Nous pensons qu'un autre chemin est possible pour la Drôme, et nous ne pourrons pas, pour reprendre votre phrase, être happy si nous ne répondons pas aux attentes de demain.
remettre l'humain au centre de notre projet, créer plus de lieux d'écoute et de concertation, faire de la proximité et des solidarités une force et non un frein, être un territoire ouvert à l'innovation et à la construction, autant d'actions qui permettraient à notre collectivité de jouer pleinement son rôle de protection et d'émancipation des Drômoises et des Drômois. Nous avons la capacité financière de le faire. Il ne manque plus que la volonté. Il nous reste 2 ans avant la fin de notre mandat pour prendre en compte ces orientations. J'espère qu'elles le seront. Malheureusement, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et ce sont les raisons pour lesquelles le groupe La Drôme en Mouvement ne votera pas ce budget et s'abstiendra. Merci. Merci.